sujet. Je vous lis un texte qui a été préparé et qui est, à mon avis, extrêmement précis. Donc, étant donné que ce n'est pas non plus ma spécialité, je pense que c'est bien de le lire. À ce jour, nous savons que les conditions de vie difficiles peuvent provoquer chez l'enfant un stress dit toxique en raison des environnements nuisibles qui l'entourent, du cumul des difficultés qu'il éprouve et de sa prédisposition génétique. Plus la réponse au stress devient toxique, plus le développement de l'enfant risque d'être compromis, en particulier le développement de son cerveau. Deux questions interpellent donc les chercheurs sur l'application des connaissances scientifiques. Quelle preuve scientifique lie l'impact du stress toxique à l'architecture du cerveau et donc éventuellement au développement de l'enfant? Et que recommandent les chercheurs pour intégrer les données probantes aux interventions auprès des enfants issus du milieu vulnérable? Alors, c'est un peu à ça qu'on va essayer de répondre ce matin. Dr. Diamond, if you want to start. I suppose I should start by saying something about what executive functions are. Think about what it might take to be successful in a career, in a job. De quoi on a besoin pour réussir dans sa carrière, dans son emploi? Il faut pouvoir avoir de la créativité et comment changer nos schémas de pensée pour ce qui est des enfants dans des milieux vulnérables et comment mieux intervenir qu'auparavant. La souplesse, la flexibilité aussi, c'est nécessaire. Il faut profiter des occasions qui se présentent, contourner les obstacles imprévus. Il faut aussi pouvoir se contrôler pour ne pas faire de gaffes, pour ne pas agir avec trop d'impulsivité. Et il faut aussi une certaine discipline pour réussir. Il faut continuer de travailler même si le résultat ne vient que beaucoup plus tard. Donc, toutes ces fonctions sont des fonctions exécutives dont nous dépendons, donc la discipline, le contrôle de soi, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire solution de problèmes, et aussi la mémoire de travail, c'est-à-dire garder des éléments dans sa mémoire et ensuite les utiliser pour résoudre un problème ou pour comprendre ce qu'on entend. Les fonctions exécutives dépendent du cortex préfrontal et ce sont en fait les endroits les plus vulnérables au stress. C'est ce qui est touché le premier, sont touchés très durement. Sont touchés si vous êtes triste, si vous êtes seul, si vous manquez de soleil, si vous n'êtes pas en santé, si vous n'êtes pas en bonne forme physique. Donc, toute société qui se préoccupe de la réussite scolaire de ses enfants, aussi dans leur travail, leur emploi à temps partiel, eh bien, il faut que ces fonctions exécutives ne soient pas touchées par des choses comme le stress et le manque, la mauvaise condition physique. Il faut s'occuper des fonctions exécutives pour assurer une bonne santé physique parce qu'il y a un lien entre les deux. Et souvent, ça mène à l'obésité, les dépendances, le fait qu'on ne suit pas les conseils du médecin. Donc, comment réduire le stress dans la vie des enfants? Eh bien, de bien des façons, et une des façons les plus importantes, c'est de prendre le temps d'écouter, comme vous l'avez fait dans le film. Il n'y a rien de plus efficace, de plus important que d'être compris, d'avoir l'impression que quelqu'un prend le temps de vous écouter. Et c'est une des choses les plus efficaces qu'on peut faire pour les enfants, être là, prendre le temps de les écouter. Non pas pour proposer des solutions, mais simplement les écouter pour qu'eux-mêmes trouvent les solutions. Je suis pédiatre et je viens d'un pays qui a la réputation d'être un des meilleurs endroits où vivre dans le monde, tout du moins pour les enfants. Et nous avons une économie prospère, stable. Elle va bien, l'économie. Un très bon système de soutien pour la population et on met vraiment l'accent sur les familles, les enfants.
Nous avons un système de santé qui fonctionne bien aussi pour les enfants. Par conséquent, nous avons aussi peut-être une des populations les plus en santé dans le monde. Du moins, c'était le cas dans le passé. Et c'est encore comme ça qu'on voit la Suède. Mais si vous regardez de plus près et sous la surface ce qui se passe, eh bien, vous allez voir que les choses changent par rapport au passé. Il y a des faits nouveaux et aussi pour les familles et les enfants. On voit les familles qui ont beaucoup de difficultés et quand on rencontre les familles, on se rend compte qu'elles ont moins de temps à consacrer à leurs enfants. Elles ont moins de temps pour satisfaire leurs besoins. Et finalement, c'est le but de toutes les familles de s'occuper, d'aimer leurs enfants, de s'en occuper, de les encourager et d'assurer leur développement. Mais tout le monde a moins de temps pour le faire et les choses changent partout dans le pays. Et évidemment, cela inquiète beaucoup les politiciens et les professionnels de la santé. Que se passe-t-il? Comment se fait-il ou quelles sont les conséquences pour les enfants? Eh bien, elles sont évidentes. Il y a plus de problèmes psychosomatiques, ils dorment moins bien, ils mangent moins, beaucoup de problèmes d'estomac, ils sont moins heureux à l'école qu'auparavant, moins heureux aussi avec leurs amis et moins contents de leurs parents aussi. Donc, comment se fait-il que les choses aient changé de cette façon dans notre pays? On voudrait connaître la raison. Est-ce parce que les gens sont moins résistants, moins résilients? Y a-t-il une cause psychologique ou spirituelle que nous ignorons? Ou est-ce autre chose? Est-ce que cela découle de la structure de l'organisation de la société et de la façon dont la société soutient les individus et les familles? Évidemment, je suis ouvert à toute suggestion à ce sujet pour ce qui est de l'aspect psychologique, mental ou spirituel. Mais je pense aussi qu'il est important de regarder la structure même de la société. Et étant donné que je travaille surtout dans le domaine de la santé publique pour les enfants, ce qui m'intéresse, c'est justement que la structure de la société a changé. Il y a beaucoup plus maintenant d'inégalités dans notre pays. Les revenus augmentent de façon générale, mais même les plus pauvres s'en tirent un peu mieux, mais les plus riches deviennent vraiment plus riches. Et il y a donc un plus grand écart entre les couches de la société. Et évidemment, ce phénomène ne touche pas seulement mon pays, mais bien d'autres. Je suppose que vous avez lu certains rapports, un rapport d'un économiste où il a dit qu'il fallait combler l'écart. Pendant ce siècle, il a constaté qu'en Europe et ailleurs, dans les pays riches, l'écart entre les gens, donc les nantis et les gens défavorisés, l'écart ne fait que s'agrandir. Et c'est ça l'élément le plus important. Et j'ai pu en être témoin moi-même. Je réalise des études sur la situation des enfants, par exemple en Union européenne, au Groenland et dans différentes municipalités. Et je peux constater justement que l'écart s'agrandit entre ces groupes de la population. Et c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Et pour
attirer l'attention des politiciens sur le problème, on a besoin justement de films comme celui que l'on vient de voir. On a besoin de montrer les faits. On a peut-être confiance en Dieu, mais pour le reste, on a besoin de faits bien concrets. On a besoin de chiffres, on a besoin de données. Il faut montrer pour convaincre les politiciens. Et c'est ainsi qu'on pourra sensibiliser tout le monde à ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos sociétés. Je pourrai y revenir plus tard. Merci, Dr. Kohler. Un thème très important pour ces 2 jours, ce sera justement les collègues, les collaborateurs. Et le Dr. Diamond a parlé des fonctions exécutives du cerveau. Mais pour écouter, quand on écoute, on apprend beaucoup. Ça se passe parfois dans des grandes salles comme celle-ci, parfois tout simplement en venant de Rochester en voiture avec son collègue. Et je voudrais tout d'abord vous citer 2 leaders de Rochester. L'un est Frederick Douglass, qui a écrit un livre que vous connaissez peut-être, Narrative of an American's Life, donc la vie d'un Américain. Il a vécu 30 ans à Rochester, donc presque toute sa vie active, et il a dit quelque chose qui est cité, en fait, en tout début de l'énoncé politique de la Société pédiatrique des États-Unis sur le stress toxique. Il vaut mieux avoir des enfants forts que de réparer des hommes brisés. Donc, vaut mieux créer des enfants forts que réparer des hommes brisés. Donc, ce dont on doit parler, c'est d'un changement de paradigme et changement de mode de pensée. À moins de commencer justement à élever des enfants forts. Et Maxime, je suis heureux de voir que c'est un homme fort maintenant. Donc, c'est l'illustration de ce que l'on peut réaliser. Il faut donc tout d'abord avoir cela comme priorité. Il faut cesser d'être obligé d'avoir recours à un traitement après coup. On ne réussira jamais à avancer de cette façon. Deuxième homme de Rochester que je voudrais citer, un collègue de pédiatrie, le Dr. Haggerty. C'est un des fondateurs de la pédiatrie sociale. Il a 93 ans. J'ai pris un café avec lui il y a à peu près une semaine. Il vient encore à l'université toutes les 2 semaines à peu près. Et il a dit en 95 une autre chose qui me paraît extrêmement importante. Il a dit que nous devons devenir des partenaires avec les autres. Autrement, nous allons perdre toute notre pertinence par rapport à la santé des enfants. Donc, sans partenariat, nous allons perdre toute notre utilité. Évidemment, il parlait de la profession de pédiatre. Donc, je pense que c'est donc extraordinaire de vous voir tous ici aujourd'hui, partenaires, parce que nous sommes des partenaires. Nous allons réaliser le changement de paradigme. J'étais très ému et un peu triste de voir, après la présentation, de comment on s'est éloigné de la culture autochtone, qui a été vraiment plus proche des vrais enjeux de la vie, et que on a perdu le chemin quelque part. Et ça me rappelle aussi que dans le passé, par exemple, les Romains connaissaient très bien qu'un environnement sain était plus agréable et qu'ils étaient en meilleure santé. Et ceux qui pouvaient se sont évadés sur les gros collines où ils ont passé l'été à Capri. Mais la majorité de la population n'était pas capable de faire ça. On a constaté ça aussi en Angleterre il y a plus de 100 ans. On a constaté ça à Montréal aussi, quand la population s'est
qui pouvaient s'être éloignés des quartiers moins salubres. On a compris comment les environnements des pays industrialisés, au début en Angleterre, comment les changements du travail, comment les syndicats ont changé les conditions de travail, les conditions d'habitation des gens, comment la nutrition a amélioré et les gens étaient en meilleure santé. Ça, c'était la santé physique, mais aussi, en conséquence, la santé mentale et la santé de l'esprit des gens et comment la réduction du travail des enfants dans les usines a fait en sorte que les adultes étaient en meilleure santé. Il semble qu'on avait oublié tout ça. On a beaucoup de connaissances. On sait maintenant comment les stress toxiques et autres événements de la vie des enfants ont un impact important, non seulement au niveau des cellules, mais au niveau même des molécules, de l'ADN. On a beaucoup d'informations et on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais c'est ce qu'on manque et je pense que c'est notre prochain vrai défi, c'est de bâtir le pont entre ce que nous connaissons, ce que nous savons et ce que nous faisons. Et comment est-ce qu'on va éduquer et convaincre un public de l'importance de l'environnement dans lequel un enfant grandit et ceux qui déterminent les politiques, les lois de notre communauté, de notre société. C'est important que le politicien comprenne vraiment quels sont les enjeux, que ce n'est pas toujours une question d'argent. Mais en effet, la vérité aussi, c'est que tout argent investi dans les enfants, il a vraiment un coût de revient d'au moins 1 à 17. Le coût apparaît pas dans le premier cycle électoral, et ça c'est toujours un problème pour les politiciens, mais dans la première génération. Alors les politiciens doivent vraiment avoir une vue plus longue que leur intérêt propre des prochaines élections. J'aimerais parler un peu plus tard de comment bâtir ce pont-là, mais c'est certain qu'il faut absolument introduire, en plus de la science, c'est basé sur la science, mais introduire l'émotion. Regardez dans votre vie, les choses les plus importantes que vous décidez, c'est toujours sur une émotion. Le film que nous venons de voir nous touche avec une émotion et on veut agir en conséquence. Il faut faire des partenaires, non seulement avec les scientifiques et avec les politiciens, mais avec les artistes, parce que c'est eux qui font l'interprétation vraiment de notre société et c'est eux auxquels on se rappelle plus tard. Les médecins de Rome sont loin oubliés, mais les artistes, on les connaît. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense que vos remarques ont été très révélatrices de tout ce que vous pouvez nous apporter ce matin, très humaines d'ailleurs, donc je suis sûr que tout le monde apprécie. Y a-t-il des découvertes scientifiques qui nous aident pour ce qui est de l'effet du stress toxique sur le développement de l'enfant? Et comment on peut traduire ça du côté de la prévention ou du traitement de ces enfants? Qui veut commencer? Prenez le temps d'expliquer ce que vous en pensez, parce que c'est en partie pour cela que nous sommes ici, savoir quels sont les progrès réalisés dans le domaine. Eh bien, je vais vous parler de ce que nous dit la science sur l'effet du stress toxique, ce que nous savons. Eh bien, une chose que nous dit la science, c'est que l'expérience a un effet sur l'expression des gènes.
Alors, le stress, justement, a un impact sur l'expression des gènes. Est-ce que cela signifie par rapport à l'expression du gène et par rapport aussi donc, aux fonctions cérébrales, elles fonctionnent moins bien, également aussi au niveau du cortex préfrontal. Vous n'apprenez pas aussi bien, vous ne vous souvenez pas aussi bien, vous êtes plus vulnérable aussi au stress à l'avenir. Vous êtes hypersensible à la douleur, au stress également à l'avenir, parce qu'il y a une sensibilisation qui se fait lorsque vous êtes un jeune enfant. Alors nous savons que ça va jusqu'à l'ADN, aussi profond que l'ADN. Nous savons également que le stress va également diminuer justement la connexion entre le cortex préfrontal et d'autres parties du cerveau. Nous savons que dans la dopamine, qui est le premier neurotransmetteur, et que on a besoin au niveau du cortex préfrontal de la dopamine, comme une voiture a besoin d'essence. Mais alors à ce moment-là, si vous n'avez plus cette dose, même si c'est un petit stress, eh bien, en fait, il y a une sorte d'inondation du cortex préfrontal. Vous ne pouvez pas réfléchir et avoir un bon contrôle. Par exemple, je vais prendre donc le chocolat, bien moi, lorsque je vois du chocolat, mon contrôle disparaît. Alors, vous n'avez pas non plus une attention sélective aussi pointue lorsque vous êtes stressé. Ça touche en fait toutes les fonctions exécutives. Par conséquent, vous pouvez avoir l'air d'avoir un trouble justement de la fonction exécutive lorsque vous avez le TDAH et cela peut toucher tous les aspects de votre vie pour lesquels vous avez besoin de porter attention et d'être en contrôle, ce qui veut dire que ça touche tous les aspects de votre vie. Cela touche aussi les connexions interpersonnelles parce que vous êtes plus difficile en termes de caractère, vous êtes plus impulsif. Et oui, je voulais également parler des troubles comme par exemple l'asthme. La cause principale de l'asthme, c'est le stress. Si vous êtes stressé, vous avez beaucoup plus tendance à être asthmatique. Si vous n'avez pas de stress, eh bien, vous avez beaucoup moins de chances d'être asthmatique. Il y a vraiment un lien de cause à effet ici et on peut regarder la biologie du pourquoi cela se produit. Vous voulez améliorer la santé des enfants, eh bien, vous réduisez leur stress. Il y a un impact direct. Un lien direct. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la science. Très bien. Qui veut reprendre le flambeau? Le Dr Kozłowski. Alors oui, je suis vraiment très honoré de parler après ma chère collègue, parce que moi, je ne suis pas un scientifique aussi éminent qu'elle, mais j'essaie justement, pour moi, de traduire ce que je sais sur le plan scientifique et de le traduire dans peut-être la formation que l'on apporte aussi aux pédiatres, dans la communauté pédiatrique. Alors, on dit que souvent, donc, les bonnes décisions, c'est basé sur de bons faits. Et la science, justement, nous apporte les faits pour nous permettre de prendre des décisions, notamment comment est-ce qu'on doit former, éduquer les pédiatres pour qu'ils puissent vraiment promouvoir la santé des enfants. Un élément que je voulais soulever par rapport aux sciences. On sait très bien que ce que l'enfant vit donc en termes de stress, c'est l'impact que ça peut avoir. Bon, c'est connu, on a vu des illustrations dans le film aujourd'hui, mais dans le domaine de la santé des enfants et les données que l'on voit aux États-Unis montrent qu'un tiers des adultes dans la population générale aux États-Unis ont eu 2 ou 3 expériences détrimentales pendant leur enfance. Donc, en fait, c'est de dire ils ont été donc soumis à de la maltraitance ou de la négligence, la violence conjugale, ou un parent qui avait une maladie mentale, ou un parent qui était un toxicomane ou un dépendant, question aussi de divorce qui se passe mal, etc. Donc, c'est un tiers des adultes aux États-Unis qui ont souffert de ça en tant qu'enfants. Par conséquent, c'est en fait quelque chose d'extrêmement répandu. Et cela a des conséquences très importantes, et pas uniquement sur l'enfant. Et justement, dans le documentaire, on voyait que ça n'a pas un impact uniquement sur la vie de l'enfant pendant son enfance, mais tout au long de sa vie, quand il devient adulte aussi. Si on regarde les études, donc les études du Centre de contrôle des maladies qui regardent à long terme les résultats pour les enfants qui ont eu des expériences d'enfance, donc d'abus ou de négligence, il y a un lien direct entre ces expériences négatives de l'enfance
Il y a une sorte... bon, c'est incroyable. Lorsque vous voyez les graphiques, on a l'impression que quelqu'un l'a fait exprès ou les a inventés. Non. Plus vous avez donc connu d'abus, et bien plus vous avez évidemment de problèmes et des problèmes de santé à l'âge adulte. Certaines personnes... bon, on va parler aussi de toxicomanie et puis de santé mentale, mais aussi de maladies du foie, de maladies cardiaques, qui est la première cause de la mortalité. Donc, c'est très important. Ça va jusque-là, à cette échelle-là. Donc, la science, que nous dit-elle? Elle nous indique que ce stress toxique est une expérience commune et également extrêmement importante pour la santé des enfants. Ça, c'est clair, mais pour la santé de toute la population en général. Il faut se rappeler que notre ressource naturelle, la ressource première de notre société sont les enfants. Mais on ne les traite pas comme notre ressource première. On traite le pétrole et autres choses comme beaucoup plus importants, mais ce n'est pas le cas. Les autres ressources premières peuvent être toxiques, mais les enfants, ils ne sont pas toxiques. Ils deviennent toxiques peut-être si on ne prend pas soin de faciliter leur développement, de les aider à se développer. Souvent, on dit que les gens qui vivent en défavorisation, ils sont là parce qu'ils veulent être là, parce qu'ils ne veulent pas sortir. Mais il y a beaucoup des essais, par exemple aux États-Unis, dans un programme qui s'appelle Moving to Opportunity, où dans plusieurs villes aux États-Unis, on avait donné de l'argent aux gens. On avait 3 groupes. Un groupe, c'était des communautés très défavorisées, où un groupe avait aucune intervention, mais ils ont été suivis. Un autre groupe, on a donné de l'argent pour dire, vous pouvez déménager, mais vous devrez rester dans votre coin. Et un autre groupe, on a donné de l'argent pour se trouver une maison, le même montant d'argent, mais avec la condition qu'ils devraient sortir de leur quartier. Et c'était très intéressant que dans les 3 groupes, on a noté avec les années comment les familles se sont développées, les enfants se sont développés, il y avait moins de crimes, il y a une meilleure réussite à l'école, et les enfants ont grandi beaucoup en meilleur état. Alors, c'est question d'organiser nos politiques sociales, de vraiment investir dans la petite enfance et d'avoir un organisme dans la société qui va veiller à ça. Nous avons la Commission pour la protection des droits de la jeunesse. Ils ont un fantastique mandat, mais ils ne le remplissent pas. La seule chose qu'ils font sont des investigations. Mais ils ne font pas de l'enseignement, ils ne font pas de la recherche, ils ne font pas de l'éducation du public, ils n'informent pas les élus, même s'ils ont le droit de le faire, ils ont le mandat de le faire, mais ils ne le font pas. Alors pour Madame la ministre, peut-être c'est important de revoir qu'est-ce que fait la Commission pour le droit de la jeunesse, parce qu'ils ont un très beau mandat, mais il n'est pas rempli. Et s'ils remplissaient leur mandat, ça aidera beaucoup à notre société de progresser et ça donnera un incitatif au gouvernement d'aller dans la bonne direction. Dr. Coley, you want to add something? Dr. Coley, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très important d'avoir bien sûr les données scientifiques de base pour savoir ce que vous faites et pour pouvoir suivre ce qui se passe à la fois à l'intérieur du cerveau et à l'extérieur du cerveau. Mais il y a toutes sortes de sciences. On a besoin non seulement les sciences peut-être de base, mais également on a besoin de données scientifiques, démographiques et l'épidémiologie et autres types de sciences similaires. Et vous devez également apprendre à
à traduire cette connaissance scientifique dans des pratiques concrètes. Et d'autres personnes qui vont prendre des décisions, que ce soit les responsables politiques ou autres, pour qu'ils comprennent les travaux que vous faites. Et il faut inclure aussi la connaissance que vous avez dans les programmes de formation des professionnels, les pédiatres et autres professionnels qui interviennent dans ce domaine. Donc, c'est important de bien faire comprendre que ces données, ces nouvelles approches doivent être connues. Il faut que les médecins comprennent que ça ne suffit pas de connaître sur le plan scientifique ce qu'est une maladie, mais de comprendre pourquoi cette personne a cette maladie, quelles sont les véritables causes. Et ça vient de l'environnement, de l'endroit où la personne vit, du milieu. Il y a toujours des liens avec ceci. Donc, c'est très important pour comprendre la maladie dans un environnement beaucoup plus large. Et parfois, ça prend 10 ans avant d'introduire de nouvelles connaissances dans un manuel, mais ça prend 50 ans pour retirer les mauvaises informations qu'on a dans ces manuels de formation. Alors, il faudrait retirer justement ces anciennes approches et vraiment y inscrire les nouvelles approches dans les manuels de formation et d'éducation. Ce qui est important aussi, c'est que quoi que vous fassiez, en tant que médecin, vous devriez être au courant des circonstances sociales, économiques, les conditions pratiques dans lesquelles votre patient vit. Et ça, ce sont des informations essentielles que devrait avoir un médecin en main pour élargir la compréhension et la connaissance de la situation du patient, de l'enfant. Et c'est important que les professionnels prennent en compte cette dimension. Oui, je voulais juste ajouter justement au point important mentionné par le docteur Steinmetz, parce que souvent ça peut être mal compris. Il y a des gens ont entendu que peut-être les enfants avaient de meilleurs résultats si c'était dans la maison, mais ils ont oublié le point important que justement les Premières Nations ont souligné fort justement, c'est qu'en tant que collectivité, que communauté, nous sommes responsables de ces enfants. Ce sont les communautés auxquelles ces enfants sont rattachés qui jouent un rôle très important, notamment dans la protection physique de l'enfant. Souvent, on retire l'enfant de sa communauté et donc il perd les liens avec la famille, avec les parents, famille biologique et autres parents dans la communauté. Et il perd aussi avec son territoire, il perd le contact avec son territoire. Et c'est tellement vital pour que l'enfant puisse grandir en bonne santé, heureux et sans stress. Donc très souvent, nous pensons uniquement de dire « ce serait bien de les avoir dans des belles maisons » au lieu de mettre l'accent justement sur l'ancrage qu'ils ont déjà dans leur communauté et les liens fondamentaux qui existent déjà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus, je voulais l'ajouter. Oui, alors je vais vous ramener justement à la question au départ. Nous connaissons davantage l'impact des stress toxiques sur le corps humain, sur le développement du cerveau. On a de plus en plus d'informations en la matière. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour justement changer notre approche quant au développement des enfants qui se trouvent dans des situations difficiles ou dans des situations défavorisées? Alors, par rapport aux connaissances scientifiques que nous connaissons sur le cerveau, comment est-ce que l'on peut utiliser ces connaissances pour justement aider ces enfants en difficulté? Pour reprendre ce que disait le Dr Diamond, je pense qu'il faut reconnaître d'autres éléments par rapport à la science. On connaît beaucoup de choses par rapport à ce qui fonctionne pour aider les enfants. On est au courant de ça. Et ce qu'a dit aussi le Dr Steinmetz, mais on ne l'applique pas très souvent. On a les connaissances. Mais donc, ce sont deux points clés ici. En premier lieu, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? C'est des choix que nous faisons en tant que société. Et ce qui se passe auprès des enfants, c'est des choses que l'on peut souvent prévenir, en tout cas en grande mesure prévenir. Donc, ce sont des choix que nous faisons en tant que société. Et il y a des réponses, il y a des actions, des gestes, des mesures qui ont été prouvées à maintes reprises, qui fonctionnent. Et donc, même s'il faut penser à toutes sortes... il y a des études qui ont regardé, comme par exemple la maltraitance chez les enfants, la violence conjugale, les questions de santé mentale. Et ces études ont montré qu'il y a
sur le plan de la communauté, des stratégies d'intervention qui fonctionnent. Alors justement, ce qu'on dit souvent à nos résidents, à nos internes, c'est faites ce qui fonctionne. N'essayez pas de réinventer la roue, mais plutôt faites appliquer ce qui fonctionne. Alors, le président Harry Truman a dit, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Simplement, ce qui est nouveau, c'est l'histoire que vous ne connaissez pas. Et il n'y a rien de nouveau dans le monde, simplement l'histoire qui existe. Alors, pour tous ces problèmes, il y a vraiment des quantités incroyables de littérature, de documentation. On n'a pas toutes les réponses, mais on en a beaucoup. On a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'intervenir. Alors, lorsque je travaille justement dans le programme de prévention contre la maltraitance chez les enfants, il y a bien sûr le programme de PPP, partenariat avec les parents pour réduire la maltraitance chez les enfants. Et on peut arriver à des résultats jusqu'à 75% de réduction dans les familles, parmi les familles les plus vulnérables. Alors, le Premier ministre Blair, avant de partir, ce qui est son poste de, justement, Premier ministre du Royaume-Uni, justement, il avait donc été travailler dans les communautés et il y a eu un programme qui avait été mis en place de prévention et il y avait des résultats vraiment incroyables. Et également, en travaillant pas seulement sur la pauvreté chez les enfants, mais ce qui est clair, c'est dans le contexte de la maltraitance et de la négligence, lorsque on applique les différentes mesures qui existent, on a des résultats. Alors, la question qui se pose, c'est oui, il y a des faits scientifiques réels, pas uniquement la neurobiologie, qui est absolument incroyable, c'est vrai. C'est tellement intéressant. Je suis en admiration devant ça, mais il y a aussi d'autres données scientifiques qui disent nous connaissons, nous avons des ressources, nous savons ce qu'il faut faire. Mais on a des informations de ce qu'on pourrait faire sur le plan communautaire. Et en fait, la question, c'est de justement appliquer et changer aussi les priorités et les décisions qui sont prises au niveau de la société. Non, oui, j'ai déjà lu certains de vos documents. Et justement, il y a cette image que l'on devrait voir, donc justement, le cerveau d'un enfant qui se développe normalement et le cerveau d'un enfant qui a subi beaucoup de maltraitance et de difficultés. Et lorsque l'on compare ces deux cerveaux, c'est absolument frappant, même en termes de volume de cerveau. Alors, c'est là où je pense que la science peut justement nous dire, montrer des éléments concrets, des impacts concrets des problèmes sociaux, eh bien, à ce moment-là, nous devrions publier davantage, justement, ce que nous dit la science pour mieux comprendre, justement, la nécessité de mettre en place des solutions que nous connaissons déjà, mais que nous devrions, justement, peut-être mettre en place de manière beaucoup plus vigoureuse. Il faut peut-être insister là-dessus. On sait beaucoup plus que dont nous avons besoin pour faire des changements. Il ne faut pas se cacher derrière de dire bon, on ne connaît pas assez, on doit faire plus de recherches. On a tout ce qu'il nous faut. Quoi faire dans une communauté pour une population? Des garderies adéquates, meilleure nutrition des enfants, sécurité publique. À Montréal, où sont les accidents? Où sont les enfants qui sont frappés par des voitures, qui meurent dans la rue? C'est où? C'est pas à Westmount. Pourquoi on ne respecte pas les règlements des habitations? Pourquoi il n'y a pas d'inspection sur des habitations? Pourquoi ils sont délabrés, mais les gens habitent là-dedans? Pourquoi on ne respecte pas les écoles? Pourquoi on a des écoles qui doivent fermer à cause des moisissures et on ne les remplace pas? On emmène les enfants ailleurs, ils perdent leur communauté, ils perdent l'environnement qu'ils connaissent, où ils sont confortables. On leur donne du stress additionnel. Pourquoi on a plus de parcs où les enfants peuvent jouer? Ils jouent dans la rue. Pourquoi il n'y a pas des parcs supervisés? Pourquoi les parcs ne sont pas nettoyés? Pourquoi il n'y a pas de l'équipement pour faire du sport? Pourquoi il n'y a pas des emplois dans les communautés pour les gens? Ce sont des choses qui ne sont pas très dispendieuses à changer. Il y a des communautés dans l'île de Montréal où c'est changé, où les conditions sont adéquates. Comment ça se fait quand dans d'autres environnements, ils ne sont pas adéquats? Alors on doit se demander les raisons de ça et on peut agir là-dessus.
Et ce n'est pas question d'argent. Comme Dr. Kozlowski avait cité que c'est mieux de faire un enfant en santé que de réparer un adulte. Mais ça, c'est un concept très vieux. Pour citer dans un autre siècle, l'amiral Nelson disait que pour lui, c'était beaucoup plus facile de garder ses marins en santé que pour son médecin de les guérir. Alors, c'est la même chose. C'est rien de nouveau. Hein? Dr. Kohler? Oui, en fait, dans tous les pays, nous sommes d'accord pour dire que les enfants sont l'avenir de notre société. Et il parle, les enfants sont au centre de beaucoup de politiques. On dit qu'il faut investir donc dans les politiques pour les enfants. En tout cas, lorsqu'ils parlent, ils le disent. Maintenant, il faudrait justement croire à ce qui est proposé et assurer un suivi, une surveillance rapprochée de tous les enfants. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les enfants défavorisés, mais vraiment dire que tous les enfants ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de terrains de jeu, de protection, de sécurité. Ce n'est pas uniquement pour les enfants pauvres. Et la plupart des interventions que nous lisons et voyons des études qui se concentrent davantage sur les familles peut-être défavorisées, celles qui ont les plus grands besoins. Oui, je suis d'accord avec ça, mais n'oublions pas que nous devons en fait soutenir tous les enfants. C'est important, c'est fondamental. On pourrait en effet faire quelque chose. Et dans le rapport du Dr. Mark, on dit en fait toutes les actions que nous faisons pour les enfants, il faut que ce soit des actions qui soient universelles, mais à l'échelle et à l'intensité qui est proportionnelle au niveau du désavantage ou de la difficulté qu'ils rencontrent. Et on parle donc de l'universalisme proportionnel. Et c'est un terme qui est maintenant utilisé de plus en plus en Europe. L'universalisme proportionnel, c'est-à-dire que vous dirigez vos interventions, vos activités, vos actions vers une approche universelle, mais vous le faites en respectant les proportions en fonction des besoins. Mais je pense qu'il est important, c'est de considérer les enfants comme tout ce groupe de population, ce sont ceux sur lesquels on doit plus se concentrer. Oui? J'aimerais également aussi mentionner aussi les économistes, les avocats, pas seulement les médecins, mais les économistes montrent que vous avez au moins un retour ou un rapport de 16% sur investissement lorsque vous faites des choses pour les jeunes. Tout ce qui va être bénéfique pour les jeunes, ça vous donne un rendement de 16% sur vos investissements. C'est-à-dire qu'en aidant les enfants, vous gagnez de l'argent. Ce n'est pas un coût. Vous gagnez de l'argent en investissant auprès des enfants. Si vous essayez de réparer un système qui est cassé, ça coûte beaucoup plus. Mais si vous essayez justement d'inverser les situations, les problèmes de santé, si on essaie de réparer quelque chose qui est cassé, c'est beaucoup plus coûteux que de faire construire ou de faire grandir quelque chose qui fonctionne bien. Alors, bien sûr, pour les enfants, ce qui est important ce sont les conditions économiques, la pauvreté. En tant que médecin, vous devez être préoccupé par rapport aux problèmes que rencontre la famille de cet enfant. Qu'est-ce qui préoccupe, qu'est-ce qui angoisse le plus la famille? Souvent, c'est l'insécurité de l'emploi ou également de s'inquiéter comment on va payer le prochain loyer, le prochain repas. Et ça, c'est une préoccupation pour nous, pour tous, pas simplement pour les parents. Ça devrait être une préoccupation pour nous parce que la santé de l'enfant ne sera pas au niveau que vous souhaitez, à moins que nous puissions faire quelque chose également par rapport aux inquiétudes profondes de la famille en général. Je pense qu'un élément important pour les enfants et pour leurs parents, c'est de croire en eux-mêmes, qu'ils puissent croire en leur propre efficacité. Il faut qu'ils aient de l'espoir et de dire que s'ils posent des gestes, s'ils se lancent dans certaines actions, ils peuvent améliorer. S'ils essaient, ils peuvent réussir. C'est très étrange parce que si vous avez vu des petits enfants qui apprennent à marcher, vous avez remarqué combien de fois ils tombent.
Mais on dit jamais à un petit enfant qui est tombé plusieurs fois en essayant d'apprendre à marcher, je dois avoir un D. T'as pas bien réussi à marcher aujourd'hui. On voit jamais ça. On dit, ne t'inquiète pas, je sais que tu vas te relever, tu vas arriver à marcher. Et pensez ce qui se passe à l'école ensuite. C'est l'inverse. Vous avez un D aujourd'hui, au lieu de dire, OK, je sais que tu vas être capable d'y arriver. Vous voyez la différence du message dans sa nature. C'est la même chose pour les parents qui se battent pour y arriver et qui se sentent tellement désespérés. Il faut leur dire, je sais qu'ensemble, on va sortir de cette situation. Je ne vais pas vous laisser dans ce marasme. Je vais être là pour vous. Ensemble, on va faire équipe. On va s'en sortir. Alors voilà, tout le monde cite quelqu'un. Alors moi aussi, je vais faire une citation. Goethe a dit, il faut traiter les gens comme s'ils étaient capables de réaliser de grandes choses. Traiter les gens comme s'ils étaient déjà ce qu'ils devraient être et ça leur permet de devenir ce qu'ils devraient être. Alors il faut avoir la foi, il faut croire en eux et ça peut permettre d'accomplir tant de choses. Et dernier point, on n'a pas parlé de l'attachement, mais l'attachement de l'enfant avec ses parents, c'est la meilleure assurance pour des réussites ultérieure dans la vie et pour le bonheur dans la vie, même dans une situation économique difficile. Si on se sent suffisamment confirmé dans l'amour ou dans la présence des parents, si l'enfant se sent confirmé à ce niveau-là, s'il sait que les enfants se sentent aimés, et si nous n'avions pas cet attachement affectif sécuritaire, eh bien, on va à ce moment-là répéter ce qu'on a fait par le passé. Mais on peut sortir de ce cycle. Et la manière de sortir de ceci, c'est avoir une compréhension logique de ce qui s'est passé pour vous lorsque vous étiez un enfant. Ce n'est pas essayer de rétablir la situation, mais plutôt de comprendre votre propre histoire, de la comprendre de manière plus approfondie. Et justement, sur le plan scientifique, on montre que si vous avez une histoire à laquelle vous pouvez être rattaché, à ce moment-là, les pronostics pour l'attachement de votre enfant est aussi élevé que si vous aviez été vous-même sécurisé sur le plan affectif. Donc, il ne faut pas, en fait, rester coincé dans l'idée les générations vont répéter les problèmes du passé. Non, on peut rompre ce cycle infernal. C'est possible. Merci. Dr. Kohler, vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu inquiété, parce que vous venez d'une société qui a justement un système social très progressif, une société prospère en termes relatifs. Mais vous avez dit, mais malgré tout, on voit quand même des signes négatifs. On voit des augmentations de problèmes pour les enfants. Alors, quel est le problème? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Parce que nous pensons à des solutions ici. Oui. En fait, nous ne savons pas. Il y a beaucoup de théories. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Est-ce qu'on a peut-être investi moins que ce que l'on aurait dû investir sur ces questions? Est-ce que les conséquences, c'est quelque chose qui s'est passé avant que nous ayons mis en place certaines politiques? Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Nous essayons d'identifier les éléments concrets qui ont amené justement aux inégalités et qui grandissent dans notre société. Comme je l'ai dit, l'économie générale augmente, mais c'est les riches qui s'enrichissent davantage et non pas les pauvres. Et les écarts entre les deux groupes ne font que croître. Et non seulement c'est un phénomène, bien sûr, qui est négatif pour ceux qui n'ont déjà pas assez, mais ça augmente la pauvreté. Mais c'est un problème aussi pour, en fait, la cohérence sociale, le tissu social cohérent. Parce que si nous voulons avoir une société cohérente, c'est bien, et il faut réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Mais ce que l'on voit, par exemple, en Suède, c'est que ça augmente. Et on n'essaie pas de comprendre pourquoi. Moi, je dirais, de manière plus spécifique, au niveau des familles qui ont des enfants. Je l'étudie à l'heure actuelle et dans ma ville de Gothenburg, qui est 500 000 habitants, là, les responsables politiques sont très préoccupés parce qu'il y a vraiment 50% de la population qui est pauvre et l'autre moitié qui est riche. Mais ils veulent changer ces écarts d'inégalité. Il faut que cela disparaisse dans nos villes. Et
c'est un énoncé intéressant qui est donné par les responsables politiques. Mais on va le faire. Mais il faut vraiment penser aux enfants. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi regarder la situation au niveau des enfants dans les différents quartiers de la ville? Alors, moi, j'ai mis une sorte d'indice de bien-être des enfants et j'ai regardé les différents quartiers de la ville. Et il y avait des différences très importantes entre les différents quartiers de la ville. Et lorsqu'on parlait de la pauvreté, et le pourcentage des enfants qui terminent leur scolarité, la santé bucco-dentaire, par exemple, la santé mentale, l'utilisation ou la dépendance par rapport à l'alcool, aux substances, la toxicomanie, on voyait des différences très importantes. Notamment, il y avait des différences partout, sauf pour l'alcool, où il y avait moins de consommation dans les quartiers pauvres, peut-être parce que l'alcool coûte assez cher. Et c'est pour ça qu'il y avait moins de problèmes d'alcoolisme, mais dans ces quartiers pauvres, on voit aussi qu'il y a des familles d'immigrants qui proviennent, par exemple, de Somalie, du Pakistan. Ils sont musulmans, donc aussi également la consommation d'alcool est très réduite à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant de pouvoir justement regarder plus en profondeur et te dire pourquoi il y a ces différences à ce niveau-là et pour pouvoir les évaluer. Donc, c'est une préoccupation que nous avons avec le gouvernement aussi présent, qui est un gouvernement de droite à l'heure actuelle. Et j'ai rencontré justement le ministre de la Santé récemment, et elle m'a dit quelque chose qui m'a rendu heureux, en fait. Elle nous a dit, nous, en Suède, on ne se sent pas bien si... tout le monde ne se sent pas bien. Bon, je ne m'attendais pas à ce que le ministre dise ceci, mais c'est ce qu'elle a dit, donc c'est important d'avoir cette attitude, c'est un bon signe que le gouvernement est préoccupé par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne l'égalité et les inégalités.